Bonjour à toutes et à tous, tous les internautes. Aujourd'hui, vous êtes plus de 170, ce qui est une performance et je m'en réjouis. Alors aujourd'hui, le sujet de cette Web TV branchée est centré sur les facteurs humains. Et autour de moi, à ma gauche, le docteur Marie-Cécile Blanchet, qui travaille à la clinique de la Sauvegarde à Lyon et qui va être co-animatrice pour cette soirée avec moi et qui est formatrice chez Branchet. Et à ma droite, vous avez les professeurs Pierre Albaladejo et Julien Picard, qui sont tous les deux du CHU de Grenoble, qui sont également formateurs chez Branchet et qui sont nos orateurs ce soir pour parler des facteurs humains. Alors comment va se dérouler cette émission en pratique ? Des questions seront posées alternativement par Marie-Cécile et moi-même aux deux orateurs et un petit film va conclure cette discussion pour illustrer le propos. Alors, chers amis internautes, c'est important, vous disposez de la possibilité de chatter en cours d'émission pour poser les questions que vous voulez et nous essaierons de transmettre toutes vos questions aux orateurs. N'hésitez pas à chatter, nous comptons sur votre participation. Alors, avant de passer la parole à nos orateurs, j'ai juste un petit mot à vous dire pour vous encourager à aller sur Internet, taper Hélène Bromillet Case en anglais, ou l'affaire Hélène Bromillet, que vous pourrez suivre sur YouTube. C'est un film qui est relativement court et il s'agit d'une patiente de 37 ans, sans antécédents, 2 enfants, qui va se faire opérer une chirurgie du nez et des sinus, et qui va être très difficile à intuber et à ventiler et à oxygéner en particulier pendant au moins 30 minutes. Et cette patiente, finalement, va mourir quelques jours après. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce sont les facteurs humains qui péchaient essentiellement, puisque le mari de cette patiente était pilote d'avion et lui était formé aux facteurs humains. Il a voulu essayer de débriefer l'affaire de son épouse et il a mis en évidence un certain nombre de facteurs humains qui étaient défaillants dans cette histoire, en particulier défaillance de leadership, on en parlera ce soir, de conscience de la situation, de prise de décision, de communication et d'affirmation de soi. Donc je dévoile un petit peu une des réponses, des questions qui sera posée finalement à nos orateurs. Et donc je vous encourage à y aller parce que vraiment c'est quelque chose d'important. Et ce monsieur, qui s'appelle Martin, c'est son prénom, dit « Nous sommes vulnérables à moins d'être préparés mentalement à ce que nous pourrions rencontrer », d'où le briefing qui sera important, on en discutera au cours de la soirée. Et nous sommes également vulnérables à moins d'apprendre de nos erreurs et de celles de ceux qui nous ont précédés. Enfin, il dit « Nous sommes vulnérables à moins de critiquer continuellement nos performances, de chercher du feedback, d'acquérir des connaissances et de développer des pratiques résilientes ». Et je pense qu'il faut essayer de s'approprier ces quelques mots de ce mari qui s'est retrouvé veuf, parce que c'est extrêmement important. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Pierre, si tu veux bien, pourquoi parler des facteurs humains ? Eh bien parce que, en fait, lorsqu'on regarde la sinistralité, certes, il y a encore des problèmes techniques, de compétences techniques, mais on se rend compte, et on peut le voir sur la diapositive, que lorsque l'on analyse tous les cas de sinistre, quelle que soit la spécialité, que ce soit une spécialité chirurgicale ou l'anesthésie-réanimation, on retrouve dans cet élément, dans cette analyse, les facteurs humains comme causes associées dans 80% des cas. 80% des cas, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Ici, ce sont donc les sinistres branchés, analysés donc. Et vous voyez sur la colonne de gauche, en bleu clair et bleu foncé, la proportion de sinistres pour lesquels la communication entre professionnels a été identifiée. Et sur la colonne de droite, la communication entre les professionnels et le patient ou son entourage a été un problème sur cette communication, a été identifié. Donc d'où l'importance. Donc il est clair qu'on arrive à un risque résiduel si tout est bien fait, si on suit les protocoles, si individuellement on arrive à mettre en œuvre notre expertise, eh bien on a toujours une sinistralité résiduelle qui va être la conséquence d'une problématique de facteur humain, c'est-à-dire on va en discuter principalement de relations avec les autres professionnels ou avec le patient, de partage d'informations, de façon de communiquer, et on va essayer de détailler tout ça. Et pour illustrer encore le poids finalement des comportements professionnels de chacun des intervenants, vous avez cette étude qui est extrêmement intéressante,
C'est une étude où les auteurs ont analysé les facteurs de risque associés à la morbimortalité post-opératoire. Et ils ont regardé en particulier 2 facteurs. Le premier facteur, c'est le score ASA. Et le deuxième facteur, c'est un index de comportement. Alors cet index de comportement, il est construit autour de 4 éléments. 1, est-ce que un briefing a été fait? 2, est-ce qu'il y a eu un partage d'informations? 3, est-ce qu'il y a une attitude d'écoute? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est vigilant finalement sur la situation? La vigilance et la conscience de la situation, donc, sont des termes qu'on va définir. Et donc vous voyez que lorsque l'on regarde en analyse multivariée, on se rend compte que le comportement de l'équipe est 3 fois plus important que le score ASA dans cette étude, ce qui signifie, pour résumer de façon très simple, que lorsque vous rentrez dans le bloc, vous ne regardez pas si le patient a des comorbidités, mais vous regardez avec qui vous devez travailler. Donc ce qui illustre bien finalement ces sentiments qu'on a tous, que ce soit les chirurgiens ou les anesthésistes, de confiance, de connivence, de fluidité dans la communication qu'on peut observer ou pas avec les équipes ou dans les blocs opératoires dans lesquels on travaille. Voilà, donc c'est extrêmement important de parler des facteurs humains parce que moi je considère que je suis un expert, vous êtes expert, en chirurgie on a tous une expertise technique, et ce n'est pas suffisant pour assurer finalement la prévention des événements indésirables graves post-opératoires, mais pour tous les professionnels. Alors, juste pour préciser qu'effectivement, dans le cas de la dame dont nous parlions, Madame Bromillet, effectivement, tous les intervenants avaient été considérés comme des gens expérimentés, qui avaient au moins une dizaine d'années d'anesthésie derrière eux. Et donc, c'est vraiment des gens considérés comme experts dans leur domaine. Et donc, on voit bien que les facteurs humains peuvent aboutir finalement à par des effets de tunnelisation, des effets de manque de communication. Les infirmières en particulier qui étaient dans la salle avaient compris un certain nombre de choses, essayaient de le transmettre aux médecins anesthésistes qui étaient à 3 à la tête du patient, mais qui n'entendaient pas ce que disaient les infirmières. Et donc, Pierre, je te repasse la parole, vas-y. Oui, et puis une chose importante, c'est qu'on n'a pas été formé au travail en équipe. Moi, à titre personnel, alors je suis peut-être trop vieux, mais à titre personnel, je n'ai pas eu de formation spécifique sur les relations interprofessionnelles ou les valeurs du professionnalisme. Quelles valeurs on doit partager, la liberté d'expression. Et ça, je pense que c'est un petit peu une difficulté parce qu'il faut rattraper donc, ceux qui ont été déjà formés. Et puis surtout, en formation initiale, il faut l'imposer, ce qui commence à être fait un petit peu dans les facultés. Mais moi, je trouve que la difficulté, c'est justement que ces notions-là et ces valeurs-là soient partagées par tous alors qu'on est déjà en exercice et qu'on a une expérience et qu'on a déjà peut-être construit des bulles de sécurité, mais individuelles. On a tous été formés comme des cow-boys. C'était très individuel, que ce soit par les concours. Et donc après, il faut arriver à justement construire une formation interprofessionnelle autour des facteurs humains. Alors les 80% que tu évoquais là, dans le travail chez Branchet, c'est peut-être pas 80%, à d'autres endroits ça peut être 50%, peu importe finalement le pourcentage. L'important c'est de savoir que les facteurs humains ont un poids significatif dans le devenir des patients et qu'il faut travailler ça de façon extrêmement poussée pour réduire le risque des patients qu'on va prendre en charge. Alors justement, ces facteurs humains, ils sont primordiaux. Comment peut-on les définir, Julien ? Alors en effet, sur cette diapositive, je vous ai noté la définition des facteurs humains. Et si on veut être synthétique, les facteurs humains s'intéressent aux interactions entre les êtres humains et les autres éléments d'un système. L'objectif, c'est d'optimiser la performance globale du système et le bien-être humain. Et de façon très proche de la notion de facteur humain, on peut parler de compétences non techniques, les anglo-saxons utiliseront le terme de soft skills, pour désigner les compétences cognitives et sociales qui contribuent à mener une tâche de façon efficace. Dans le langage courant, on regroupe un peu ça sous le terme d'attitude ou de comportement, et c'est pour ça, par rapport à ce que disait Pierre, que ça n'a longtemps pas été enseigné, car considéré comme un trait de caractère ou une caractéristique individuelle ou une caractéristique qu'on acquérait avec l'expérience. Mais ce sont des compétences qui peuvent tout à fait être enseignées, qui doivent tout à fait être enseignées. Si on va un tout petit peu dans le détail, ces compétences non techniques, on peut les classer.
On peut les hiérarchiser. Il existe plusieurs classifications dans la littérature. Je m'intéresse ici à, on va dire, une des classifications les plus fréquentes qui regroupe ces compétences non techniques sous 4 grandes catégories. Celle de la gestion de tâches, c'est-à-dire planifier, prioriser, suivre des procédures, identifier les ressources dont on dispose. Le travail en équipe, et dans ce travail en équipe, il y a une compétence en particulier qui est celle d'échanger de l'information, coordonner les activités des différents membres de l'équipe, faire preuve lorsque c'est nécessaire d'autorité d'affirmation, ce qu'on appelle parfois le leadership, mais également évaluer et soutenir les membres de l'équipe en fonction des capacités disponibles. La troisième des compétences non techniques, peut-être en tout cas à mes yeux une des plus importantes, c'est la conscience de la situation. C'est-à-dire c'est la capacité individuelle ou collective dans une équipe à collecter des informations dans un environnement, informations auditives, informations visuelles, à reconnaître et comprendre ces signaux pour pouvoir anticiper et prévoir des alternatives si jamais le plan ne suit pas ce qui était prévu. Enfin, et c'est finalement la voie finale commune, toutes ces compétences non techniques visent à prendre des décisions et la prise de décision n'est pas uniquement arbitraire, elle identifie les options, évalue les risques et les bénéfices éventuels et surtout réévalue en fonction de l'évolution de la situation si l'option prise est la bonne ou s'il faut en changer. D'accord. Donc, il y a déjà de la littérature sur les compétences non techniques. Est-ce qu'il existe des référentiels ? Alors, c'est vrai que la littérature est assez abondante et en fait, finalement, il y a peu de référentiels. Mais justement, on s'est attaché l'année dernière à rédiger des recommandations de pratiques professionnelles. Alors, je dis on, c'est la Société française d'anesthésie-réanimation conjointement avec le groupe Facteurs Humains en Santé. Et ces recommandations de pratiques professionnelles présentées lors du congrès 2022 de la SFAR sont disponibles gratuitement sur les sites de ces deux sociétés. Et elles abordent toute une série de questions en lien avec ces compétences non techniques, avec ce facteur humain en situation critique, en proposant également des pistes de solutions. Donc on encourage tous les internautes à lire ces recommandations, c'est fondamental. On voit également que finalement les facteurs humains, c'est assez multifactoriel, quoi, finalement. Et on comprend la difficulté parfois qu'il y a à mettre en évidence un lien entre ces facteurs humains et l'accident qui s'est produit. Enfin, c'est pas si simple que ça, même si on a des arguments solides pour penser qu'il y a un lien fort qui existe. Pierre, qui est concerné finalement par les facteurs humains ? En fait, tous les professionnels. Tous les professionnels, parce qu'on va le voir, c'est pas uniquement les médecins, c'est aussi les paramédicaux. Le parcours chirurgical, c'est un parcours qui est quand même complexe. Il y avait une vieille étude qui essayait de voir combien d'intervenants dans une appendicectomie, combien d'intervenants dans une transplantation hépatique. C'était quelques dizaines à peine, une dizaine pour l'appendicectomie, et c'est plus de 400 pour une transplantation hépatique. Donc vous voyez, on est tous embringués dans le parcours chirurgical, et donc ça concerne tout le monde. Alors, on peut prendre un exemple, c'est l'exemple de l'interruption de tâche ou de la distraction. C'est quelque chose qui est universel et qui va nous toucher, quelle que soit la fonction, que ce soit le chirurgien pendant qu'il fait une intervention, que ce soit l'anesthésiste pendant qu'il fait un geste critique, que ce soit l'infirmier anesthésiste ou l'infirmier du service lorsqu'il prépare un médicament. Et donc, ça concerne tout le monde. Et notre rôle, peut-être, c'est d'inviter l'ensemble des professionnels qui s'occupent du patient à participer justement à ces formations sur les facteurs humains. Alors, c'est quoi l'interruption de tâche ou la distraction ? Donc, il y a distraction, interruption de tâche, c'est un petit peu un mélange du même concept. Ce sont les exemples de distraction. Vous connaissez la difficulté à suivre une conversation téléphonique au téléphone alors qu'on conduit. C'est associé à des accidents de voiture. La distraction, ça peut être aussi parce que je ne suis pas attentif à ce qui se passe ou vigilant à ce qui se passe. Et vous voyez en dessous de cette diapositive un cas qui a été illustré lors d'un congrès américain, qui est l'histoire d'une patiente qui fait une complication post-opératoire et pour lequel les avocats de la patiente vont décortiquer l'ensemble du dossier. Et sur la feuille d'anesthésie informatique, ils s'aperçoivent que donc il y a eu une hypotension artérielle prolongée et ils ont réussi à en fait caler l'horodatage de la feuille informatisée d'anesthésie avec l'horodatage du téléphone portable de l'anesthésiste qui, pendant la période d'hypotension, était sur Facebook en train de télécharger des photos. Donc vous voyez, on est dans un cas typique de distraction, un petit peu caricatural, mais le fait d'être distrait
correspond finalement à une perte de vigilance, donc une perte de conscience de la situation, malgré tous les signaux auxquels on est confronté, que ce soit les signaux visuels ou les signaux auditifs. Alors il y a des choses qu'on peut faire en même temps, donc c'est par exemple intuber en écoutant la saturation en oxygène, parce qu'on sait, on est habitué et formé à ça qu'au cours de l'intubation, la tonalité de l'oxymétrie de pouls, elle est proportionnelle au taux d'oxygène. En revanche, d'ailleurs on peut aussi en conduisant écouter une radio sans être perturbé pour la conduite, mais en revanche si vous êtes en train de, par exemple, de préparer un médicament ou concentré sur une tâche complexe, si vous êtes interrompu, eh bien, il va falloir reprendre l'ensemble du parcours, c'est-à-dire refaire sa préparation de médicaments ou revenir sur la tâche complexe. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi pénible l'interruption de tâche ? Parce que ça appelle à des fonctions cognitives ou ça appelle à une charge cognitive extrêmement importante. Et donc il y a un test qu'on fait lors de la formation soft skills branchée, si vous y êtes intéressé, qui consiste à essayer de lire à la fois la couleur et un mot, le mot étant d'une couleur différente alors qu'il dénomme une couleur. Donc c'est une charge mentale extrêmement importante et donc il faut se remettre finalement dans le parcours mental dans lequel on s'était investi. Et donc dans le référentiel facteur humain SPHAR, facteur humain en santé, il y a des propositions de rattraper cette erreur-là. Donc ça fait partie un petit peu de la politesse dans un bloc opératoire et de poser la question, est-ce que je peux te déranger, oui ou non ? Si la tâche est trop complexe, on vous répondra non. Et il ne faut pas prendre ça pour une menace ou un irrespect, c'est qu'on est dans une tâche complexe. Et si on est obligé d'interrompre parce qu'il y a une urgence, des choses comme ça, le référentiel vous propose finalement une façon de proposer à l'interlocuteur de revenir sur son parcours complexe. Alors ce n'est pas toujours applicable. Quand vous êtes en anesthésie pédiatrique, que vous faites une double dilution, il vaut mieux jeter les seringues et puis on recommence. Et voilà. Donc après, ces situations d'interruption de tâche se font de façon, ou de distraction se font de façon inconsciente ou alors dans des situations émotionnelles un petit peu chargées. Donc évidemment, ça ne peut pas être une injonction de dire pas d'interruption de tâche, ça n'a pas de sens, mais simplement se rendre compte que ça a un prix. Une interruption de tâche a un prix. Et ce prix-là peut être un risque pour le patient, que ce soit par une interruption de tâche du chirurgien ou de l'anesthésiste ou d'un infirmier qui fait une tâche complexe. Alors, si on fait une petite comparaison avec l'aéronautique, il y a la notion de cockpit stérile. Et cockpit stérile, c'est simplement de dire, voilà, on ne communique pas, sauf pour des éléments de sécurité. Par exemple, au décollage d'un avion, dès que l'avion commence à rouler, il y a un cockpit stérile, c'est-à-dire que le personnel navigant commercial ne communique pas avec les pilotes jusqu'à l'altitude de croisière où on a le droit de communiquer. En général, c'est là que le pilote vous dit qu'il fait froid dehors et qu'on est très très haut. Et au moment où on descend, on reprend à ce moment-là un parcours complexe, il y a à nouveau cette interruption, donc ils sont à nouveau dans un cockpit stérile. L'équivalent pour nous, dans notre environnement, ce serait les chasubles que vous voyez en haut et à droite de cette diapositive qui disent voilà, c'est pas le moment de m'interrompre, je suis en train de faire un truc compliqué, comme par exemple faire des dilutions ou préparer un médicament. Voilà, donc l'interruption de tâche, la distraction, peut être aussi une question autour du bruit au bloc opératoire. Donc c'est vraiment une discussion qu'on a très souvent pendant des moments qui ne sont pas du tout opportuns parce que justement, une des personnes de l'équipe est très concentrée sur quelque chose de complexe. Voilà. Alors, chers amis internautes, juste pour vous dire, vous pouvez chatter pas uniquement pour nous dire bonsoir, parce que pour l'instant, tout le monde nous dit bonsoir, bonjour, mais pour poser des questions, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Juste quelques petites questions. Pierre, finalement, ça veut dire qu'il faut connaître les temps délicats de la chirurgie, oui, vu du côté de l'anesthésie, parce qu'on a bien défini nos temps difficiles, mais il faut encore communiquer avec le chirurgien
pour savoir à l'avance, dans le cadre du briefing peut-être, quels sont ces temps difficiles. Parce que le respect du silence dans le cockpit doit être vrai de part et d'autre du champ. On est d'accord. On est d'accord, sauf que le Paris-New York, c'est toujours un Paris-New York. Et que, donc si on change de chirurgien, on n'a peut-être pas les mêmes temps. Donc le briefing peut servir à ça, évidemment, en disant, voilà, la période délicate, c'est ça. Est-ce qu'un briefing doit durer 10 minutes? La réponse est, non, pas obligatoirement, ça peut être 3 mots, en disant, j'aurai une période délicate à ce moment-là. Ou simplement comprendre que quand un chirurgien ou un anesthésiste dit, ne faites pas de bruit, c'est qu'on est dans une situation où on a besoin soit de silence, soit de se concentrer. Et je pense que c'est important de se le dire. Moi, je travaille en chirurgie cardiaque, je vois à peu près à quel moment il faut que je me taise. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent bien, par exemple, à la fermeture d'une laparotomie, que le fait de parler ou de discuter pendant la fermeture, donc au moment où peut-être la tension se relâche, il y a une augmentation du risque d'infection site opératoire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une relation entre nos comportements et de ce type-là, du bruit, pas de bruit, de la distraction, pas de distraction, une interruption de tâche, pas d'interruption de tâche, sur la mortalité post-opératoire. Je crois qu'il y a beaucoup de mélomanes parmi nous. Est-ce que tu dirais que la musique est une distraction? C'est la discussion permanente. Alors je crois qu'il faut que... je pense que... Enfin, il y a des études qui montrent clairement que ça peut réduire, pas l'anxiété, mais le stress lié à l'intervention pour les chirurgiens. Après, je ne suis pas sûr que, par exemple, Rammstein soit une musique qui relaxe. Je pense que surtout, il ne faut pas que ce soit une source de conflit, ou en tout cas, ça peut être une source de consensus. Et pourquoi pas un des éléments du briefing et de la checklist pour justement se dire, c'est un petit peu la notion de que dites-vous après vous êtes dit bonjour, après avoir dit bonjour. Donc voilà, donc je voulais aussi souligner, parce que je l'ai oublié tout à l'heure, sur la diapositive, il y a aussi un référentiel de la Haute Autorité de Santé qui a été écrit et qui date de 2020 et qui a été fait en association avec la Société Française d'Anesthésie et Réanimation et le Collège Français d'Anesthésie et Réanimation, où il y a justement toutes les situations où comment est-ce qu'on doit détricoter une intervention ou une chirurgie complexe pour justement savoir à quel moment on a des périodes de vulnérabilité en termes d'interruption de tâches ou de distraction. Alors je pense qu'aussi pour la musique, les décibels interviennent. On a des jeunes qui ont des musiques qui sont un petit peu plus violentes que ce que nous on connaissait. Peut-être, je suis navré, on passe un peu pour des gens d'un certain âge, mais c'est important. Et on se rappelle également, je me rappelle Pierre et sûrement ceux qui sont autour de cette table, que les infirmières, au moment où elles faisaient leur transmission, on en reparlera tout à l'heure, fermaient la porte de l'endroit où elles étaient en train de faire leur transmission. Ça nous énervait parce qu'on ne comprenait pas pourquoi la porte était fermée. On ne pouvait pas les interrompre justement pour pouvoir leur parler d'un malade, etc. Elles avaient compris à l'avance, visiblement, qu'au moment où il y a une transmission, c'est un moment sûrement important également, il faut qu'il y ait un silence relatif et qu'on ne soit pas pollué par des distractions. Est-ce qu'il faut donc porter la chasuble ou délimiter un endroit qui est autour, par exemple, du chariot où les médicaments de l'anesthésie sont rangés pour dire que lorsque on est dans cet endroit-là, on est en train de préparer les médicaments. Donc, il y a tout un langage je pense, à maîtriser et il faut se mettre d'accord pour que tout le monde comprenne ce qu'on dit, mais je pense que c'est important. Oui, si je peux t'interrompre. C'est extrêmement important de voir comment est-ce que d'autres organisations ou d'autres pays s'organisent autour de la discipline, autour d'une tâche complexe avec de multiples professionnels. Quand on regarde les militaires qui reçoivent par exemple des patients en déchocage, c'est extrêmement discipliné justement avec ces lignes sur le sol, où à partir du moment où on a ces lignes sur le sol, ça veut dire qu'on ne traverse pas. Donc il y a des interdits. Alors ça fait un peu autoritaire, mais je pense qu'il faut définir au départ des interdits et des façons d'être. Quand on était très très jeune, on a pu voir des personnes fumer dans le bloc opératoire, par exemple. Là, vous n'imaginez même pas, dans aucun bloc dans le monde, quelqu'un qui rentre en fumant dans le bloc opératoire. Il se ferait immédiatement plaquer par le brancardier. Ça veut dire que quelque part, il y a une charte qui est... Voilà, on ne fait pas... Donc il faut écrire ces chartes-là. Alors est-ce qu'on est obligé d'écrire sur la charte qu'il faut être aimable, dire bonjour ? Pourquoi pas ? En tout cas, en la signant, on affirme des valeurs communes au sein de l'équipe. Et ça fait partie, justement, ces histoires de musique ou d'interruption de tâches ou de briefing, ça fait partie de ces éléments sur lesquels on doit se mettre d'accord.
Donc on parle pas mal de langage, de communication. Quels sont les défis posés par les problèmes de communication, justement, Julien ? Alors c'est vrai qu'on parle de communication. La communication, quand je l'ai tout à l'heure cité parmi les éléments constitutifs du travail en équipe, c'est avant tout un partage et un échange d'informations dans un cadre professionnel. Le problème, la principale difficulté, c'est que le parcours d'un patient, il n'est pas linéaire. Et il va y avoir de nombreuses occasions de partager, mais aussi de perdre ou de confondre certaines informations. Donc lorsqu'on va, dans le cadre, encore une fois, professionnel, échanger des informations au sujet d'un patient, il va falloir essayer d'utiliser des outils qui nous permettent justement d'éviter cette perte d'informations et de focaliser son attention sur les informations les plus pertinentes pour le patient et donc pour l'équipe. On parlait tout à l'heure des informations concernant les temps chirurgicaux les plus sensibles. On peut tout à fait imaginer que ces informations concernent en premier lieu le chirurgien, mais elles concernent également l'équipe d'anesthésie et donc au total le patient. Lorsqu'on s'intéresse par exemple à l'impact de la checklist, je ne vais pas revenir sur les modalités de mise en place de cette checklist au bloc opératoire, mais ce n'est pas tant le contenu effectif de cette checklist qui permet de réduire la morbimortalité périopératoire, c'est surtout le fait de provoquer un temps, un moment privilégié de partage d'informations entre les professionnels du bloc opératoire. Et parfois de façon caricaturale, on illustre de mauvaises façons de faire la checklist en cochant très rapidement toutes les cases. Et bien justement, c'est une façon de remplir la checklist qui est complètement dépourvue de sens puisqu'elle ne permet pas de provoquer ce temps de partage d'informations. Enfin, si je peux illustrer ces propos avec des exemples d'outils de communication, parmi d'autres, il existe des façons de formaliser des informations qu'on souhaite être transmises, en particulier dans des situations d'urgence. Si par exemple, pendant la nuit, je dois appeler un de mes collègues ou si une infirmière doit appeler un médecin pour une situation précise, eh bien, cette information sera d'autant mieux comprise et intégrée qu'elle suit un canevas tel que je vous le montre ici. Alors, le moyen mnémotechnique SAID en français, c'est le SBAR en anglais. S pour situation, A pour antécédent, E pour évaluation, D pour demande. Je vais décrire la situation de façon la plus objective possible. Je vais indiquer le contexte, c'est SBAR en anglais avec B pour background. J'indique le contexte dans lequel la situation se produit. Je donne mon évaluation, mon propre avis, c'est A comme assessment en anglais. Et je formule ma demande, ou R comme request en anglais. Qu'est-ce que j'attends de mon interlocuteur ? Et la boucle n'est pas encore bouclée, elle l'est lorsque notre interlocuteur nous répond en reformulant brièvement ces informations et en nous montrant qu'il a bien compris la situation. Je parlais tout à l'heure de conscience situationnelle, qu'il a bien intégré les signaux qu'on vient de lui transmettre et il conclut par sa prise de décision. Pas si on peut donner des exemples. Ça peut être par exemple la nuit, si j'appelle Pierre, je suis interne en anesthésie-réanimation et j'appelle Pierre. Oui, Pierre, excuse-moi de te déranger. Je suis à la chambre 225 devant Madame M qui a été opérée d'un rédux cet après-midi et qui présente une hypotension qui ne répond pas au remplissage. Je pense qu'elle a peut-être un problème hémorragique. J'aimerais que tu viennes dès que possible dans la chambre. Donc je te remercie de m'avoir appelé. Donc je comprends que c'est probablement un choc hémorragique. Tu l'as bien décrit. Eh bien, écoute, évidemment, je vais passer, on va discuter de la stratégie et appeler éventuellement un opérateur ou un opérateur qui permettra éventuellement d'arrêter cette hémorragie, si tant est qu'on arrive à le prouver et qu'on trouve l'origine de cette hémorragie, mais j'arrive. Alors cet exemple, un peu, on prend le temps de se parler avec Pierre, il est volontairement détaillé, mais l'idée c'est de ne pas essayer de faire passer des informations de façon non factuelle ou en supposant des prérequis que mon interlocuteur aurait ou n'aurait pas et d'être le plus descriptif possible dans la requête. Alors, parmi les éléments qu'on peut décrire, il y a d'autres outils dont on pourrait parler, mais je tenais simplement à montrer que de façon très formelle, on peut tout simplement utiliser des outils de communication pour réduire le risque de communication erronée, surtout en situation d'urgence ou la nuit.
Alors, il y a quelques questions sur le chat, peut-être Marie-Cécile. Oui, alors on a plusieurs questions concernant l'excès de bruit en salle d'opération. Quand on a les décibels liés au bruit ambiant, aux discussions, aux machines qui font bip bip, donc parfois on peut moduler, on demande de baisser, etc. Comment résoudre ces problèmes Il y a plusieurs aspects. Alors, il y a déjà l'aspect lié au patient. Il suffit d'avoir déjà été patient dans cet environnement pour se rendre compte de ce qu'on retient de cette situation. Et là, il y a plusieurs solutions possibles pour le patient. Ça peut être un casque avec sa propre musique. Ça peut être l'attitude, effectivement, des professionnels autour. Il y a ensuite, tout simplement, là aussi, le fait de partager au moment du début de l'intervention, donc d'où l'intérêt de ce briefing, les temps forts, les temps importants. Je suis anesthésiste, je ne tiens pas à ce qu'il y ait un silence pendant toute l'intervention. Par contre, il y a des moments précis, lorsque je vais faire la laryngoscopie, lorsqu'il va y avoir des dilutions compliquées à réaliser, où je ne souhaite pas être interrompu et où j'aimerais avoir le silence. Si chaque professionnel verbalise les moments dédiés et qu'on s'autorise peut-être une intensité sonore un peu plus élevée à d'autres moments, déjà, on canalise ces éléments-là. Il faut parfois peut-être en arriver à la charte, Pierre. Je ne sais pas si c'est l'outil qui finalement permet de faire prendre conscience à tous les professionnels des conséquences potentielles de ce brouhaha. Voilà. C'est souvent un manque de prise de conscience. C'est exceptionnellement de la malveillance. Voilà. Oui, donc l'importance de se saluer si on ne se connaît pas, de parler des temps, donc de faire le briefing avant l'intervention. Alors, pour se saluer, il y a un point important et qui est repris par nos collègues justement du groupe Facteurs Humains en Santé, c'est le fait d'être identifié. Le fait tout simplement d'avoir un badge ou un calot où son prénom, on n'est pas obligé d'avoir tout le pédigré, son prénom et sa fonction au bloc opératoire est identifié, ça facilite énormément la communication. Et pourtant, c'est un outil extrêmement peu onéreux et facile à mettre en œuvre. Il y a les histoires des alarmes aussi. En fait, moi, je comprends ce que dit Marie-Cécile. Il y a pas mal d'études qui montrent que plus de 80-90% des alarmes ne sont pas prises en compte. Donc effectivement, je pense que du côté de l'anesthésie-réanimation, régler ces alarmes, faire en sorte qu'elles ne sonnent pas en permanence, c'est extrêmement important. Il se peut aussi qu'on ne les entende plus. Donc ne serait-ce que de le signaler, c'est extrêmement important aussi. Après, le niveau des décibels, effectivement, ça peut gêner le chirurgien, ça peut gêner l'anesthésiste. Il y a un niveau de décibels minimal quand même pour avoir une conscience de la situation. On travaille beaucoup sur le visuel, mais aussi sur l'auditif. Et donc le fait d'avoir une fréquence cardiaque au niveau auditif, c'est extrêmement important pour l'anesthésiste. Alors dans le temps, il y avait des longs stéthoscopes qui mesuraient 1 mètre, qu'on scotchait sur le thorax du patient et qu'on mettait dans les oreilles de l'anesthésiste. C'est sûr, ça ne faisait pas de bruit. Bon, on est dans une époque moderne où on peut avoir quand même défini un niveau minimal de décibels pour une surveillance correcte et optimale du patient. Alors ça revient souvent dans les questions, et ce qui revient surtout finalement, c'est je passe pour un ringard quand je demande à ce qu'il y ait moins de bruit. Est-ce que c'est une question, parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs finalement, le fait de pouvoir se mettre d'accord sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit au moment où on fait une ALR, c'était une des questions qui était posée sur le chat. Comment vous voyez l'implémentation de tous ces facteurs humains, et en particulier sur la communication, sur le bruit en excès, etc. Est-ce qu'il va falloir travailler ça pour que ça puisse un jour pénétrer les salles d'opération, Pierre ? Je pense que, alors, c'est pas une mode, c'est le concept de communication thérapeutique. Quand on se centre sur le patient en disant pendant une ALR ou pendant une locale avec... quand on adopte tous et quand je dis tous, c'est tout le monde, c'est-à-dire les chirurgiens, les anesthésistes, les équipes, un mode de communication thérapeutique, avec les mots qui font du bien, voire les techniques d'hypnose conversationnelle, ça engage l'ensemble de l'équipe. Et dans les blocs opératoires où ça a été mis en place parce qu'il y a de la locale ou de la loco-régionale, on se rend compte que finalement le comportement il est changé pour l'ensemble de l'équipe. Nous on a fait l'expérience sur la gynéco-obstétrique, sur la pédiatrie, y compris sur la cardio-interventionnelle, et on a justement par capillarité ce besoin finalement de se concentrer sur le patient et de faire attention aux mots qu'on utilise. Et je pense que c'est un engagement de l'ensemble de l'équipe. Alors ça fait un peu scout, mais beaucoup de respect pour les scouts. Ça marche parce qu'on est centré sur le patient. Donc je pense que ça fait partie du professionnalisme. C'est le partage de valeurs et le partage des objectifs. Alors bon, il se peut que quelquefois on n'ait pas le même objectif.
Moi, j'ai envie de sortir à l'heure, toi, tu as envie de faire autre chose, toi, tu as une garde qui va mal se passer peut-être. Donc, on a les niveaux d'anxiété différents. Mais si on se concentre sur une stratégie qui va vers le patient au niveau du verbal, eh bien, je pense qu'on peut atténuer justement ces conflits entre ceux qui pensent qu'on fait du bruit et ceux qui pensent qu'on s'occupe du patient. Donc, je pense que c'est important, ça, et la formation des professionnels paramédicaux, des médecins sur la communication thérapeutique, l'hypnose conversationnelle, ce qui n'est pas très difficile, ça atténue justement ces conflits. On a un objectif commun. C'est important parce que quand vous vous rappelez, les checklists sont arrivés, qu'il fallait verbaliser un certain nombre de choses, on était pris, je me rappelle, pour des huluberlus, ceux qui étaient en avance dans ce domaine. En particulier, moi j'avais un chirurgien qui était avec moi, un orthopédiste, qui était très sensibilisé à ces phénomènes de checklist. Et on se disait, mais c'est quoi? Il fait du théâtre. Enfin, on n'avait pas cette habitude-là. Puis c'est venu petit à petit, donc je pense qu'il ne faut pas désespérer pour rassurer un peu les internautes. Ça viendra parce que c'est nécessairement quelque chose d'indispensable de pouvoir respecter l'autre au moment où il a une tâche particulièrement difficile. On pose également la question des téléphones portables. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les téléphones portables qui sonnent? Est-ce qu'il faut les bannir du bloc opératoire? Mais on sait que d'un autre côté, le téléphone portable a une certaine utilité parce que si on veut regarder, par exemple, les aides cognitives de l'ASFAR sur son portable, c'est facile à faire, etc. Quel est votre sentiment et votre opinion là-dessus? Alors, déjà, le téléphone portable, c'est sur le plan de l'hygiène un nid à microbes au bloc opératoire. Ensuite, effectivement, il faut distinguer le téléphone portable personnel et le DECT, le téléphone professionnel, par le biais duquel on peut être sollicité pour un patient dans les étages, par exemple. Néanmoins, si on suppose qu'on va se centrer sur l'aspect professionnel d'utilisation du téléphone, effectivement, il y a là aussi des temps dans la prise en charge chirurgicale sur lesquels on ne souhaite pas être dérangé pour quoi que ce soit. Alors les chirurgiens, lorsqu'ils opèrent, ils sont stériles et donc de fait, ils ne vont pas décrocher leur téléphone. Ils le laissent à quelqu'un d'autre. Néanmoins, ça ne les empêche pas d'être interrompus parce que le téléphone sonne, l'infirmière décoche, c'est l'infirmière de bloc et interrompt le chirurgien pour souvent lui pas grand-chose entre guillemets en termes de réponse parce qu'il ne peut pas aller regarder un scanner, il ne peut pas quitter le bloc opératoire. Donc on peut là aussi dans les modes de fonctionnement décider de ne recourir au téléphone que lorsque on a besoin en urgence de quelqu'un. Et puis, je pense aussi, et le mot-clé, c'est vraiment professionnalisme, que ça doit rentrer dans nos modes de fonctionnement d'avoir des temps sans téléphone. Je prends un exemple très concret. En réanimation, je sais qu'on laisse maintenant notre téléphone de côté lorsqu'on voit des patients en entretien pour un décès, pour une question de don d'organes, par exemple. Alors, on le laisse à qui? On va le laisser peut-être à l'interne de garde. Il sait où on est, l'interne de garde. Il va savoir faire le tri entre je vais aller le déranger pendant l'entretien ou je vais répondre en attendant qu'il sorte. Et je pense qu'il y a des moyens de potentiellement se détacher de ce téléphone. Donc vous pensez tous autour de la table que les inconvénients du téléphone sont supérieurs à l'avantage éventuellement d'avoir à disposition le DCT. Le DCT, là, on n'a pas Internet dessus, on n'a pas... C'est juste pour dire qu'on a un téléphone simple avec des touches Turbigo. On a des ordinateurs au bloc opératoire. Maintenant, les feuilles de surveillance sont informatisées, donc on peut avoir un accès aux aides cognitives par le biais de la station embarquée sur le poste d'anesthésie. Enfin, il y a d'autres moyens que le téléphone portable pour aller rechercher des informations dématérialisées. Après, je comprends que c'est pas facile. Mais moi, je pense que la vraie discussion, c'est pourquoi autant de sollicitations. Je pense que la question peut venir d'un anesthésiste qui, par exemple, va être aussi responsable des soins post-opératoires ou d'une USC ou d'autres tâches. Là, je pense qu'il faut à ce moment-là il me semble que la solution sont des organisations où la personne est ciblée et, si possible, cette personne a la disponibilité pour répondre à ce DECT qui correspond à, je sais pas moi, au système d'information de l'ensemble de l'établissement qui permet de répondre à justement à ces signes cliniques qui peuvent faire l'objet de complications. Donc, je pense qu'il y a la répartition des tâches. Ça ne peut pas être une jungle. Alors, c'est soit les distractions, c'est hors professionnel, et ça, c'est, je vais regarder autre chose que, et ça, on en parlera avec Julien, parce que quand on regarde les communications au bloc opératoire, elles ne sont pas toutes professionnelles au sens qui intéresse un patient. Soit elles sont professionnelles, et je pense que c'est la répartition des tâches. Au bloc opératoire, il n'y a qu'un anesthésiste dans le groupe dans lequel on travaille qui a un téléphone. On sait que lui, c'est celui qui aura le plus d'aide, c'est quasiment un N+1 qui sera là pour la coordination. On sait qu'il est là pour la coordination. Alors justement, juste pour peut-être
compléter un peu les choses en termes de communication, je pense qu'on n'en parlera peut-être pas après. Quelqu'un peut nous parler de la close loop, là, et puis du parler haut, parler fort. Est-ce que vous pouvez donner quelques informations à ce sujet ? Alors la close loop ou communication en boucle fermée, c'est ce que je vous ai un peu illustré, ce qu'on vous a illustré avec Pierre, c'est s'assurer que le message est parti d'un émetteur, a été reçu par un récepteur et qu'il y a un retour vers l'émetteur pour lui signaler la bonne réception du message. C'est plutôt que de dire faites 1 milligramme d'adrénaline, Françoise, est-ce que tu peux administrer 1 milligramme d'adrénaline en intraveineuse directe au patient, s'il te plaît ? Voilà. Et Françoise me répond 1 milligramme injecté. Voilà. Donc cette communication en boucle fermée, qui semble presque évidente quand je la raconte comme ça, elle est rarement réalisée en dehors de certains environnements comme la chirurgie cardiaque peut-être, puisque chirurgie cardiaque, si la communication n'est pas faite comme cela, les conséquences sont immédiatement visibles. Mais en tout cas, ça fait partie des outils qui permettent de s'assurer que le message a été reçu et avec un retour vers l'émetteur pour lui signifier cette réception. Donc là encore, c'est théâtral, mais c'est fondamental de le faire. Franchement, ça, c'est quelque chose de... On a vu des exemples où il manque à la fois la voie d'administration, la quantité, le nom du médicament parfois. Enfin, il faut vraiment être systématique. Et moi, je pensais à ça quand je suis allé écouter à un congrès une question sur l'intubation difficile, où un des arguments de l'utilisation des vidéoscopes systématiques, c'était finalement tout le monde autour de celui qui intube a une image de ce qui se passe. Et donc, la communication est partagée visuellement. Ce qui n'est pas le cas quand on fait une laryngoscopie classique. Auquel cas, il faut oraliser, verbaliser ce qu'on voit, le cormac, etc., pour que tout le monde ait l'information. C'est ça aussi le partage d'informations. Pierre, c'est relativement nouveau. Hein. Là, Julien parlait de la chirurgie cardiaque. C'est vrai que, par exemple, pour l'injection d'héparine, il faut qu'il y ait une véritable triangulation du message en disant, voilà, c'est le moment de faire l'héparine, on donne la dose d'héparine, héparine injectée, et tout le monde répond. Je pense que c'est vraiment... Alors, ça va plus loin. Lorsque on doit faire une préparation et qu'on est en stérile, par exemple, pour faire soit une ALR, et qu'on a besoin d'un médicament, il faut qu'on montre le médicament de façon à ce que... et qu'on verbalise. Alors au départ, ça m'énervait quand la NSM disait « vous n'avez qu'à lire les ampoules ». Mais en fait, quand on les lit à haute voix et qu'on a cette discipline qui consiste à dire « il s'agit de xylocaïne 1% non adrénaliné », oui, c'est bien de la xylocaïne 1% non adrénaliné. Alors ça, il faut éduquer. Et je pense qu'il faut, dès l'internat, dès les écoles d'IAD, faire ces jeux de rôle où on a cet automatisme-là. Et c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu spécial de dire « alors je vois une belle épiglotte, et puis je vois la glotte, elle est parfaite, On a l'impression quand même que le type est dingue, mais non, en fait, le fait d'oraliser, c'est un partage d'informations pour tous. Je vérifie, voilà. Autre question juste rapide pour toi, Pierre. Le grade, est-ce qu'il doit s'effacer un moment dans la communication sur des événements critiques ? Le grade et le leadership n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait un leader. Et le leader doit être celui qui avance et fait des propositions, et a une conscience de la situation et fait l'action. Le dernier point de la conscience de la situation. Donc le grade, ça n'a pas de valeur, sauf si, à un moment, il recule et il est consultant. C'est-à-dire qu'il dit, tu vois, tu es en train d'écraser le tuyau d'oxygène, pour un truc caricatural. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être peut se mettre un tout petit peu en retrait et peut conseiller le leader. Mais le leadership, c'est, comme disait Clémenceau, en nombre impair, pas plus de 1. Et c'est un fonctionnement qui existe dans d'autres situations, comme par exemple les sous-marins, où les discussions se font autour d'une table dans le sous-marin, ça s'appelle l'académie, où on n'a pas du tout de grade et tout le monde est un spécialiste d'une des parties techniques du sous-marin. Donc voilà. L'intelligence prime. C'est pas l'intelligence prime, c'est la discipline autour d'une organisation qui prime. Voilà. L'intelligence peut venir de n'importe qui. Ça me fait penser à l'histoire que j'ai racontée au début, où les infirmières ont conscience de la situation
une va chercher le kit de cricothyroïdotomie, l'autre réserve une place en réa, mais la communication ne passe pas. Et les médecins disent, mais tu t'en fais trop. Et là, il y a quand même... l'infirmière ne va pas aller plus loin, elle va s'arrêter et elle va annuler sa place en réa. C'est etc. la liberté d'expression. Peut-être que C'est Julien en parle. ça, c'est ce qu'on appelle le speaking up. Alors, désolé pour tous ces anglicismes, mais effectivement, c'est la capacité à pouvoir exprimer son avis. Non pas pour exprimer une opinion politique ou donner un avis comme ça, mais simplement parce qu'on a peut-être vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Pas parce qu'on est meilleur non plus, mais parce qu'on est peut-être moins fatigué ou qu'on a le recul nécessaire pour voir ce qui se passe. J'ai en train de faire une laryngoscopie, il bouge. Effectivement, quand je suis la tête dans la bouche, je vois peut-être pas les orteils. Mais cette capacité à pouvoir exprimer son opinion, elle ne se décrète pas. Elle fait aussi partie de cette culture professionnelle qui permet à n'importe qui d'exprimer son opinion lorsqu'il s'agit d'un élément dans l'intérêt du patient. Parfait. Donc, juste sur éventuellement les relations parfois houleuses entre certains protagonistes au bloc opératoire, Julien Cabaton qui rappelle que le comité vie professionnelle santé au travail de l'ASFAR a publié des vidéos sur l'expression d'un désaccord au bloc opératoire. Je pense que c'est utile. Julien, merci. Et donc, allez sur le site de l'ASFAR et vous retrouverez, ou sur les réseaux sociaux, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux également, vous retrouverez ces vidéos qui sont très utiles pour savoir comment gérer un conflit. Alors, Pierre, finalement, comment on peut identifier, d'une part, et puis gérer, d'autre part, des comportements inappropriés? Là, on est dans quelque chose de très particulier. Oui, on peut parler de l'agressivité et des tensions qu'il peut y avoir. Donc, c'est ce qu'on vit tous les jours. Alors d'abord, est-ce que c'est vécu de la même façon par tous? Peut-être sur la diapositive, on peut voir que... il y a une étude qui a été faite, je n'ai pas la diapositive suivante en régie. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça, on le vit. Il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux de stress ou de stress ressenti. Ça peut aller jusqu'à l'agressivité et jusqu'à des comportements qu'on appelle les héros destructeurs. Ce sont des personnes qui... en général, sont des grands performeurs, c'est des très bons chirurgiens, ce sont des anesthésistes extrêmement compétents, mais qui, par leur comportement extrêmement agressif, créent en fait un véritable désordre. Alors, est-ce que des personnes sont plus sensibles que d'autres à ce genre d'agressivité? Et vous avez cette étude qui a été faite dans un milieu plutôt anglo-saxon, et la question qui a été posée, c'est: avez-vous été témoin du concept anglo-saxon qui s'appelle bullying, qui comprend en fait les mots intimidation, brimade, harcèlement, brutalité, agressivité. Et donc vous voyez qu'on a tous été témoins à un moment de cette agressivité, mais ceux qui sont le plus sensibles sont les plus jeunes et les femmes. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un mélange de côté un peu harcèlement, vis-à-vis justement de ceux qui sont en apprentissage, donc qui ont un enjeu en fait, il y a un enjeu pour les internes, ou pour ceux qui apprennent, et puis peut-être aussi du harcèlement lié au genre ou au sexe. Donc globalement, si on regarde ce qu'il y a dans l'intimidation, c'est écrit en anglais en bas de la diapositive, vous voyez, c'est avoir son opinion ignorée. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire la liberté d'expression. Si un infirmier me dit « vous avez vu que je peux très bien l'ignorer ». Si un interne me dit « est-ce que je peux vous aider ?» et que je lui réponds « t'as qu'à me faire un café », c'est extrêmement violent en termes de... Donc ça, c'est extrêmement important de se rendre compte de ça. Les tâches qui ne sont pas gérables, ou les deadlines qui ne sont pas raisonnables, ou alors faire des demandes qui sont au-dessous de la compétence de l'autre. Tu veux m'aider, t'as qu'à aller me faire un café, donc ça, ou alors me faire... retenir des informations qui peuvent affecter la performance du groupe. Et l'expression, c'est tu ne peux pas savoir, tu n'étais pas là hier. Donc tous ces éléments qui peuvent être de la petite agression, ça peut être microscopique en fait, ça contribue à des ambiances extrêmement délétères. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut modifier ça.
Une fois de plus, je pense que si on fait à nouveau des stratégies qui permettent de recentrer sur le patient, ça s'efface. D'autre part, on n'est pas là au bloc opératoire pour se faire des amis. On n'a pas d'amis au bloc opératoire, on a des professionnels. Je pense que les anglo-saxons sont plus forts que nous, qui sommes latins, pour justement arriver à cette discipline et à cette cohérence. Après, si on accepte et on loue la valeur de chacun des professionnels dans un bloc opératoire, et ça on peut le faire très facilement, tout à l'heure en disant « je te remercie de m'avoir appelé » ou alors « je te remercie de m'avoir donné cette information », ça permet en fait de partager des valeurs de respect. En fait, c'est plus ça, c'est plus le respect. A contrario, ça c'était entre professionnels, mais il y a aussi vis-à-vis du patient. Et juste pour souvenir que lorsqu'un sinistre se produit, tout va être décortiqué et le témoignage du patient va commencer par la consultation. La première rencontre avec le professionnel, qu'il soit chirurgien ou anesthésiste. On peut avoir des attitudes un peu brutales en consultation parce qu'on n'a pas le temps. À gauche de cette diapositive, vous avez le temps de parole quand on n'interrompt pas le patient. Bon, vous voyez qu'en 3 minutes, c'est réglé, si on le laisse parler 3 minutes. Et on gagne la confiance du patient et on peut justement capter des opportunités empathiques, c'est-à-dire des moments où on peut justement faire comprendre au patient qu'on a une relation vraiment humaine avec lui. C'est pas facile, compte tenu des contraintes de temps, mais néanmoins, les mêmes études par les mêmes auteurs montrent que les professionnels qui ont un comportement empathique, particulièrement empathique, ont des temps de consultation plus courts que les autres. C'est assez amusant comme constat finalement. C'est contre-intuitif. Et pourtant, la satisfaction du patient et la reconnaissance en termes de prise en charge pour le soin, elle est d'autant plus importante que la réponse est empathique. On le voit bien, surtout avec les chirurgiens. On voit très bien les chirurgiens qui ont une réponse extrêmement empathique. Et d'ailleurs, la réponse empathique, quand elle est analysée, elle est associée à moins d'événements indésirables graves, à moins de sinistralité. Et ça, il y a des données qui sont très claires dessus. Très bien. Donc, comment résoudre ces problèmes de comportement inapproprié quand ça va jusqu'à la violence physique ? Est-ce qu'il y a des pistes ? Est-ce que je sais que l'ASFAR avait sorti ses vidéos. Il y a également le CEPHAR qui a sorti un certain nombre de fiches de gestion des comportements un peu agressifs au bloc opératoire. Mais c'est pas facile. Vous savez que là encore, il y a des comportements très différents. Par exemple, un praticien, un anesthésiste réanimateur qui met un temps inhabituellement long à mettre en place une péridurale le matin, quand on est au Canada, personne ne va rien dire de la journée. Et le soir, il est convoqué par quelqu'un de neutre, qui n'est pas médecin, qui va lui demander « Explique-moi pourquoi tu as mis autant de temps à faire ta péridurale, puisque ça a bousculé tout le... » Et s'il y a une raison valable, parce que parfois les dos sont difficiles, parfois, etc., ça s'arrête là. Si la raison n'est pas valable, là, mais on va pas aller faire monter la pression dans le bloc opératoire, comme on le fait en France si bien, au moment où il y a un problème et que ce problème risque de retentir sur le flux des patients et l'activité du bloc opératoire finalement. Donc on voit bien qu'il y a quand même des mentalités qui sont très différentes et il faut, nous, qu'on se rapproche de ces mentalités de tolérance, etc. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Vous avez bien vu que le soir, il y a une explication qui doit être donnée par le praticien, qu'il soit chirurgien, qu'il soit anesthésiste, pour dire pourquoi tu as mis autant de temps à faire ton intervention, pourquoi tu as mis autant de temps à faire ça. Il y a la gestion du stress et je pense que on a tous assisté à des pétages de plomb. Et peut-être que la gestion du stress doit se faire avec du coaching. C'est peut-être aussi un élément qu'on n'a pas discuté, dont on ne discute jamais, qui pourtant existe. Je sais qu'à Gawande, par exemple, c'est celui qui a globalement créé les conditions de la checklist, travaille sur le coaching des chirurgiens, où on peut imaginer ça aussi, c'est-à-dire un observateur extérieur qui ne juge pas, mais qui connaît la difficulté du métier, qui peut justement essayer de coacher et de donner des explications ou de faire des propositions. Les vidéos de l'ASFAR, qui sont faites par le Comité Vie Professionnelle Santé au Travail, elles sont toutes récentes. Elles essayent de trouver finalement des voies pour essayer de diminuer un petit peu la pression dans un conflit. Et c'est une deux entre une anesthésiste et une chirurgienne sur des désaccords et la façon de gérer ces désaccords au bloc opératoire, devant le patient. Donc on a plusieurs possibilités, c'est amusant, c'est un petit peu un jeu de rôle. Donc je vous conseille de voir ces vidéos qui sont très instructives. Et donc concernant la façon de communiquer, est-ce qu'elle est importante ?
Alors, on a effectivement parlé de l'importance de la communication, de son contenu. Sur les modalités de communication, il y a aussi pas mal de données dans la littérature et je voulais vous montrer sur la diapositive un travail qu'on a réalisé pour nous intéresser à la tonalité de la communication, c'est-à-dire à la communication dite positive et à l'impact que cette communication pouvait avoir sur la performance. Lorsque on me parle mal ou en fonction de la façon dont on s'adresse à moi, je comprends que je puisse être de plus ou moins bonne humeur. Ça peut éventuellement affecter la façon dont je vais voir la journée, mais jusque-là, je ne pensais pas que ça avait un impact sur ma performance, ou qu'en tout cas, ça allait faire de moi un meilleur ou un moins bon professionnel. Et donc, dans ce travail, on s'est intéressé à la façon dont on allait transmettre une information. On a créé un scénario simulé de laryngospasme pédiatrique chez un enfant de 7 ans qui était endormi, analgésié pour une chirurgie de circoncision, peu importe. Et dans ce travail, on a randomisé les binômes médecins-infirmiers de participants dans un groupe communication positive où le contenu était objectivement le même que dans l'autre groupe, mais où la tonalité était extrêmement positive, calme, rassurante, avec une attitude ouverte, une tenue calme, soignée, et un groupe dit non positif où le contenu était objectivement le même également, mais où des mots plus négatifs étaient employés, avec un ton pressé, un regard fuyant, une tenue négligée et une interruption pendant la conversation par le téléphone qui sonnait et l'interlocuteur qui répondait qu'il ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps de façon un peu brutale. Alors, dans ces 2 situations, les participants ont eu à faire face donc, à cette simulation de laryngospasme pédiatrique et on s'est intéressé, c'est sur la partie gauche de la diapositive, au score, c'est-à-dire à la performance qu'on avait filmée des participants sur ce scénario. Et on avait pour ça des grilles d'évaluation qui avaient été construites par méthode Delphi par des experts internationaux de la thématique. Et on a observé une différence statistiquement significative entre ceux qui bénéficiaient d'une communication dite positive et dont les performances étaient meilleures et ceux qui ne bénéficiaient pas pour le coup de cette communication positive avec une performance qui était moins bonne. Et en même temps, on essaie de s'intéresser aux mécanismes qui pouvaient expliquer cette différence de performance et on a misé sur l'impact en termes de stress en mesurant ce stress de 2 façons chez les participants. De façon, je dirais, déclarative, avec une cotation de ce stress, une EVA stress. Les participants cotaient leur stress entre 0 et 10 à différents moments, lors de l'arrivée, juste après ces transmissions, juste avant ces transmissions et à la fin de l'intervention. Et on a mesuré de façon objective la variabilité de la fréquence cardiaque avec des capteurs embarqués, des capteurs de fréquence cardiaque. Et on sait, il y a pas mal de littérature dessus, que cette variabilité de la fréquence cardiaque, elle est associée à l'intensité du stress ressenti et donc mesuré. Et on a observé dans les 2 groupes une variation de ce stress qui augmentait au moment des transmissions d'informations, au moment de l'entrée au bloc opératoire et qui rediminuait derrière. Et on a observé une différence sur cette capacité à diminuer son stress une fois passé la phase aiguë dans le groupe justement qui avait bénéficié de la communication positive. Alors le message, il est assez simple, si je peux dire, c'est que la façon dont je vais communiquer va effectivement impacter sur la performance, sur ma performance, sur la performance de mes collègues, probablement via le stress, probablement via d'autres facteurs également, mais qu'en tout cas, il va y avoir un réel impact de performance et donc un impact sur le professionnalisme des modalités de communication. Et donc la communication positive, ça s'apprend? Comment on fait? Alors il y a une intrication importante entre ce que Pierre évoquait tout à l'heure, la communication thérapeutique, voire l'hypnose conversationnelle et la communication positive. La communication positive, ça s'apprend au sens où il y a des éléments objectifs pour formaliser la façon dont je vais communiquer avec quelqu'un. Je vais commencer par dire bonjour, par me présenter et par présenter des éléments le plus objectivement possible sans jugement. Je vais ensuite avoir des attitudes qui peuvent s'apprendre aussi. Je vais plutôt... Alors, il y a des aspects culturels, j'allais dire regarder les gens dans les yeux. Attention, il y a des aspects culturels et des endroits où, au contraire, on ne regarde pas les gens dans les yeux. Mais en tout cas, je vais m'adapter à mon interlocuteur. Je vais lui montrer l'intérêt et l'énergie que je consacre à notre échange d'informations. Et on peut utiliser la simulation, mais il n'y a pas besoin de simulation sophistiquée pour apprendre ça. On peut aussi se mettre devant son miroir, on peut aussi se filmer. En tout cas, c'est une compétence. Ce n'est pas qu'une caractéristique... qu'on a quand on est jeune et qu'on garde pour toute sa vie. C'est le curriculum caché, c'est-à-dire en gros, on a été formé principalement par compagnonnage. Donc en fait, si je veux ressembler à un orthopédiste, je ressemblerai à un orthopédiste.
si je veux ressembler à un anesthésiste, etc. Donc, il faut peut-être justement partager ces valeurs-là. Des modules de formation sur le professionnalisme n'existent pas, à ma connaissance, en France. Elles existent dans d'autres pays, ça existe en Suisse, ça existe au Canada. On commence à le mettre dans la formation initiale. Et ce que je crois vraiment, c'est qu'il faut partager ces éléments-là entre toutes les spécialités et d'ailleurs de façon interprofessionnelle. Tous les soignants devraient finalement avoir une formation pour redire quels sont les éléments extrêmement importants qu'on doit partager. On parlait de communication positive vis-à-vis des patients. Il est assez clair que si jamais, au moment de vous poser une perfusion, je vous dis « attention, bougez pas, ça va faire mal », vous n'allez pas ressentir la ponction de la même façon que si je vous dis est-ce que vous êtes bien confortable ? Oh, regardez un singe !» Et j'en profite pour vous mettre la perfusion. Je ne suis pas obligé d'utiliser non plus des artefacts comme celui-ci, mais simplement le fait de vous demander si vous êtes confortablement installé, si vous avez assez chaud, plutôt que si vous n'avez pas froid, si vous avez passé une bonne nuit, plutôt que si jamais vous n'avez pas été dérangé par le bruit. Ces modalités-là, et on a là aussi dans la littérature des données qui nous le prouvent, impactent sur le ressenti des patients. Il n'y a aucune raison pour qu'ils n'impactent pas également sur le ressenti et donc sur la performance des soignants. Et c'est pas pour ça. Pourquoi est-ce qu'on changerait de langage quand on s'adresse à un patient et qu'on s'adresse à un collègue ou à un autre soignant ? On doit opter finalement pour... Et donc après la discussion, c'est est-ce qu'à l'administration, on doit s'adresser de la même façon ? Et ça, c'est une autre question. C'est l'hypnose conversationnelle finalement, un petit peu, la façon de poser la voix veineuse, c'est des choses qui peuvent s'apprendre facilement. Je crois que ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui font des formations complètes d'hypnose. Pour rassurer les internautes, je pense que c'est facile à apprendre. Et justement, la question que Marie-Cécile posait, c'était où est-ce qu'on peut se former au facteur humain finalement ? Je crois savoir que vous organisez des choses chez Branchet, non ? Alors effectivement, pour se former, en attendant que soit formalisée une formation initiale dans les facultés, ce qui est en train de se mettre en place depuis quelques années déjà, les sociétés savantes proposent des formations, la Société francophone Simulation en santé, le CEFAR, etc. On peut essayer d'organiser des formations à grande échelle et je veux partager avec vous, ce sera notre dernière diapositive, le travail qu'on a réalisé effectivement au CHU Grenoble-Alpes il y a quelques années. On essayait de s'intéresser et de prouver l'impact qu'une formation à grande échelle pouvait avoir sur des compétences non techniques, sur le facteur humain. Et donc sur la communication, le travail en équipe, la culture sécurité. Et pour ça, on a monté un programme ambitieux et coûteux qui a visé à faire 2 phases d'audit et au milieu une phase interventionnelle de simulation avec plus de 50 formations avec quasiment 30 à 40% de la masse salariale travaillant en bloc opératoire dans un CHU. Et donc en pratique, 164 professionnels du bloc opératoire ont participé à ces entraînements. Et on a essayé de mesurer l'impact de ces séances de simulation, qui étaient des séances où les scénarios ne visaient pas à développer des compétences techniques. C'était des séances où les scénarios visaient justement à faire travailler les gens ensemble, avec des scénarios d'identité-vigilance, d'erreurs de côté, etc. Et on a mesuré l'impact de cette intervention en faisant un audit avant et après la simulation, et en mesurant, en évaluant notamment les communications, les échanges entre les différents professionnels. On a mesuré ainsi plus de 46 000 épisodes de communication au total et on a mesuré le taux de communication dite conforme ou non conforme et surtout l'association de ces communications non conformes avec des événements indésirables plus ou moins graves. Et on a montré qu'on arrivait à réduire cette association, c'est-à-dire l'impact qu'une communication non conforme pouvait avoir en termes de survenue d'événements indésirables. Et surtout, on a montré, sur toute une série de critères de jugement secondaire, l'impact que ces interventions pouvaient avoir sur le travail en équipe, la culture sécurité, l'adhésion à la checklist par exemple. Voilà. Alors, au-delà de ce contenu, je dirais, scientifique, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une forme de capillarité entre ce qu'on va pouvoir enseigner à un pourcentage donné du staff et l'effet que ça va avoir sur l'intégralité de l'équipe. Il y avait parfois des brancardiers qui participaient aux formations, qui derrière, en retournant dans leurs équipes, faisaient passer des messages de façon beaucoup plus efficace que n'importe quelle conférence qu'on aurait pu faire dans un amphithéâtre. Voilà. Donc c'est un exemple de formation. Et donc, Branchet Solutions propose donc une formation qui s'appelle formation Soft Skills ou compétences non techniques.
où en fait on utilise des petits films justement pour mettre en situation et pour illustrer un petit peu toutes les notions qu'on a partagées ce soir, que ce soit la nécessité de s'y intéresser, la différentes façons de communiquer, le closed loop, le speaking up, la prévention des interruptions de tâches, etc. Tous ces éléments-là sont proposés dans cette formation qui doit avoir comme public le maximum de professionnels qui travaillent autour du parcours chirurgical, hein, que ce soit des chirurgiens, des anesthésistes, des IBOT, des IAD, aussi des IDE dans les services, hein, puisque le post-opératoire, ça reste quand même la bête noire en termes de partage d'informations et de risques sur le parcours chirurgical. Et donc, voilà, sur le catalogue de Branchet Solutions, vous trouverez ces formations-là. Et donc, on a une équipe formée de chirurgiens et d'anesthésistes pour aller encadrer cette pseudo-simulation. Et si tu veux, Hervé, juste derrière, on peut passer un tout petit film en fait, qui illustre un petit peu les différentes phases de cette formation. Juste préciser peut-être que ces formations branchées sont DPC, parce que pour être au cœur de ce qui se passe vis-à-vis du DPC, je sais que c'est extrêmement difficile d'obtenir le DPC, et elles ont obtenu le DPC, ce qui est quelque chose de franchement intéressant pour ceux qui nous écoutent. Puisque ça rentre à la fois dans la certification périodique et puis tout ce qui a comme avantage autour du DPC. On passe le petit film si vous voulez bien, messieurs, en régie. Ça dure pas très longtemps et je pense que vous allez reconnaître un certain nombre de situations. Alors, on va commencer la checklist. Il s'agit bien de Monsieur Blanchard ? Ouais, c'est bon, t'as qu'à tout cocher. Bogno. Bogno. Allô ? Oui ? Compresse. Allez, compresse. Allez, compresse. Vous allez bientôt dormir, ne vous inquiétez pas. Ah merde, ça marche pas. Un petit peu de xylocaïne. Alors, lidocaïne, 1% non adrénaliné. Ça marche. Pierre, Ouais. on peut enchaîner avec la patiente suivante, là ? Là, t'as vu l'heure, là. Ouais, mais c'est la prothèse de la 12, elle attend depuis 2 jours. Après, on a pris 1 heure de retard ce matin. Honnêtement, je la fais descendre. Ouais, mais attends, tu parles de quelle patiente, là, exactement là ? Respirez profondément, vous allez vous endormir. Yallo, pour le prélèvement d'organes de tout à l'heure, là, on va prendre que le foie ? Je suis en salle 2 au bloc, là, et j'ai un souci avec ma feuille informatisée d'anesthésie. Oui, les câbles du scope sont bien branchés à l'ordinateur. Oui. Pourriez-vous faire du curare ? C'est bien tendu. Oui. Ça pousse. Faites du curare. Je fais du curare. Fais juste du propofol. Ah, ok. Pierre, un petit commentaire, hein, on retrouve un certain nombre de choses qu'on a discutées. Des petits extraits, et, ça permet d'illustrer, ça permet justement de faire réagir l'ensemble des professionnels pour savoir s'ils vivent la même chose ou si c'est un établissement exceptionnel où tout est réglé. On va laisser la conclusion à Marie-Cécile, parce que je pense qu'on a un peu dépassé l'heure. Bon, on voit bien l'importance de ces facteurs humains et on a tous beaucoup de travail à faire dessus. Je remercie les invités, donc Pierre, Julien, Hervé. Et je remercie également les auditeurs, les intervenants sur le chat. Vous avez la possibilité de voir l'émission en replay sur le site Branchet, de suivre toute l'actualité Branchet TV sur l'Instagram. Et enfin, annonce pour le prochain live qui aura lieu le 11 mai sur le sujet de la cybersécurité et de la protection des données. À très bientôt. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.